5e, dépêche-toi. Alors moi, je l'ai doublement. Vous voyez, je vous dis, j'en ai eu 4. Parce que 1, je l'ai entendu tout le temps. Je suis né le 13 février, alors que j'aurais dû naître vers le 25 janvier. Il paraît. Moi, j'ai dit à mes parents, c'est pas possible, vous vous êtes pas trompés de 3 semaines. Si. Voilà, ok, d'accord. Et après, à chaque fois, ah, mais toi, de toute façon, on t'a attendu, hein. Toi, t'as pris ton temps. Toujours en retard. En fait, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis une dizaine d'années, je suis jamais en avance. Ça vient de ça. Non, c'est vrai. Alors, premier truc. Le deuxième truc, j'ai fait très fort. L'accouchement de ma mère a duré 23 heures. J'ai fini par comprendre. Il y a quelques années, je voulais pas sortir. Je voulais pas m'incarner. Mais c'est vrai. Putain, j'essaye de retarder de 2 semaines et demie ma sortie. Maintenant, ils sont tous là à regarder quand est-ce que je vais sortir. Ils m'impressionnent. Mais j'en veux pas. Mais je rigole pas. Ça arrive. Mais oui, c'est vrai. Puis, mais je peux te dire parce que je l'ai testé. En test kinésiologique, j'ai fait en hypnose profonde avec Marie. J'ai posé des questions par rapport... On a un protocole au niveau 4 où c'est le moment où la conscience, la supraconscience s'incarne dans le fœtus, à la naissance. Et on va te demander, si tu veux, si tu étais accepté, si tu as été accueilli, si tu étais aimé, sur une échelle de 0 à 10. Et on va demander à la supraconscience de faire passer tout à 10 pour tout remettre à 0 et de revivre à partir de ta naissance le reste de ta vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai rajouté des éléments, oui, j'avais pas envie de m'incarner. Ouais, c'est pour ça que je suis peut-être... Voilà, c'est ça, on va pas y aller trop vite. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours été rêveur dans mon enfance, un peu dans la recherche. Alors, j'ai jamais été dans les paradis artificiels, mais j'écoutais Pink Floyd, je lisais des livres toujours un peu pour rêver. Un grand rêveur. J'étais pas dopamine, pas du tout. Et puis quand je suis arrivé à la fac, boum, réalité, on est passé en mode dopamine. Et oui, comme ça. Voilà, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai expliqué, je me suis retrouvé. Elle est là, Salma. Voilà, ok. Je suis en première année pharmacie. J'ai pas trop forcé, je suis passé dans le dernier quart. Ouf, je suis passé, on joue au tennis. J'étais le capitaine de l'équipe de foot. Je faisais du rock chez Dariol, champion de rock acrobatique, messieurs, dames. Donc, en fait, on me voyait jamais à la fac. Et j'avais monté un groupe de feignants glandeurs. Il y avait des femmes et des hommes. Les femmes étaient travailleuses, les hommes pas trop. On était 16. Voilà, on prenait des groupes de travail. Parce que le groupe indépendant, les indépendants et l'UNEF, il y avait les deux. Politisé m'intéressait pas. Donc, j'ai créé mon propre groupe, on était 16. On se faisait à la coopérative les copies. Moi, je préférais passer par les femmes parce qu'elles écrivent mieux que les hommes. Ils écrivent comme des cochons, les hommes. J'arrivais pas à relire leurs cours. Et je lisais les cours, moi, 3 semaines avant les épreuves. Donc, on me voyait jamais à la fac. Sauf pour les TP, il fallait pas en rater plus d'un tiers. Je ratais le tiers qu'il fallait. Sauf que, deuxième année, on est dans les Landes. Mon père m'amène chercher les résultats. J'arrive à la fac au mois de juillet. Après le 15 juillet, ça arrivait, les résultats. Je suis dans le hall de la fac de pharmacie et je vois mon copain Vincent Armagnac, qui est pharmacien à Mériadec. Je sais pas si tu vois qui c'est, le grand, le chasseur de bécasses. Voilà. Qui a créé une boîte de nuit parce que moi, dans mon groupe, on avait que des mecs atypiques. Il a créé une boîte de nuit en étant pharmacien. Voilà, la pharmacie mène à tout à condition d'en sortir. Il arrive au Madel. Parce que mon surnom, c'était Madel. Voilà. Ou Mad, le fou. Au Madel. Oh putain. T'as 8 matières et 6 TP à repasser. Putain. Je sais pas comment tu vas y arriver. Et mon père qui me regarde, putain. Il me dit, quoi? T'as 8 matières et 6 TP, mais tu m'as dit que t'avais bien marché.
8 matières sur 10 à repasser, 6 TP sur 8. Très fort, le monsieur. Le dernier de la promotion. Je rigole pas. Mais heureusement, il y avait un deuxième tour que j'ai emporté haut la main, mais en sacrifiant mes vacances à partir du 20 juillet. Parce que quand je suis rentré avec mon père, oh putain, là, il me dit, t'as intérêt à le réussir. Ouais. Putain, on t'a payé des vacances à la fac. C'était un peu ça. Voilà. Et donc, j'ai bossé comme un fou. Le problème qu'il y a, c'est que ça m'a totalement décalé, parce que j'ai bossé en fin juillet, août, septembre. Tu sais comment ça se passe, c'est sur 3 semaines. Et je me retrouvais en TP horrible. TP de microbiologie. Tout seul à repasser. TP de botanique. Oh putain, tout seul. Même pas un copain pour regarder les trucs. Putain, tu passes par des moments où tu te dis, mais je peux même pas demander si j'ai bien répondu. Parce que tu te rassures. C'est quoi que t'as répondu? Putain, je suis tout seul. Le vide quantique. Putain, au mois de septembre, il fait beau. Tu passes 3 heures, t'es tout con dans ton truc. T'es avec ton micro, le truc. Putain, je sais pas si je réponds bien. Je sors, je dis, j'espère que j'ai bien répondu, voilà. Et effectivement, j'ai eu de super notes. Ouf. J'ai décidé de récupérer de ces 2 mois et demi. Ce qui est con parce que j'ai recommencé la 3e année, 5 matières et 5 TP. Oui, j'avais pris le bon rythme. Voilà. Sauf que là, en 3e année, j'ai refusé de faire les fêtes de Dax avec les copains qui faisaient les fêtes de Dax, de Pampelune en juillet, Dax. Je dis non, moi, par contre, quand je fixe un truc, et je les ai eu encore, et eux, ils sont pas passés. Et ils m'en ont voulu, parce que j'étais pas avec eux dans les fêtes, mais eux, ils ont pas eu, parce que c'était pas facile la 3e année, je l'ai eu. Et la 4e année, je l'ai eu. Et la 5e année, c'était facile, et après, j'ai fait l'IPI, l'IAE, tout en travaillant en pharmacie et en faisant ma thèse. C'est-à-dire qu'en 4 ans, grâce à ça, je suis devenu un drogué du travail. Parce que j'avais trop travaillé. De l'acétylcholine, il est passé dopamine. Acétylcholine, sérotonine. Voilà, c'est ça. Je faisais toutes les sorties du jeudi soir. Voilà. Donc, en fait, je me dépêchais pas. J'attendais toujours le dernier moment pour préparer mes examens. 3 semaines avant, j'ai une mémoire éléphantesque, donc je lis une fois, c'est retenu. C'est ça mon problème. C'est trop facile, donc tu fais pas des efforts. Donc du coup, on m'a mal programmé. Et donc le dépêche-toi, je suis jamais en avance. Maintenant, j'arrive pile poil à l'heure, sauf tout à l'heure, mais là, on a une excuse, c'était les cafés et le déca. Qu'on a attendu, mais c'est vrai, on les a attendus très longtemps. N'est-ce pas? Ouais, on a demandé 20 minutes avant. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu as quelque chose qui te tourne dans la tête, qui t'empêche, en fait, tu vis des trucs qui ont été programmés dans ton enfance. C'est fou, parce que quand t'as pas compris ça, t'es jamais libre dans la vie. C'est pour ça que je ne crois pas au libre arbitre. Le libre arbitre, il ne peut s'exercer que lorsque tu as fait un énorme travail d'intériorisation, de conscientisation, de métacognition, c'est-à-dire de prendre du recul sur tout ce que tu vis dans ta vie. Voilà, donc j'entendais ça, et puis moi j'ai une phrase énorme, je remercie ma grand-mère maternelle qui s'appelait Eugénie. On n'arrêtait pas de me dire que j'étais un petit-fils d'Eugénie. Mais elle m'a donné une mauvaise phrase, elle me disait, toi, t'es trop fort pour rester ici et pas assez pour aller ailleurs. Et ça faisait rire ma mère et mes tantes. Et à chaque fois, on me le sortait. Et en fait, j'ai vécu ça pendant très longtemps. Je rentrais dans une société, je faisais le tour très vite. Mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que, en fait, tu reprogrammes ce que tu as entendu depuis 8-10 ans. Tu es trop fort pour ici. Sans être à 24-25 ans, je faisais le tour de la situation, mais je n'osais pas partir parce que je m'emmerdais, mais je me sentais pas légitime pour aller ailleurs. Jusqu'au jour où, en 2001, je suis directeur des ventes d'un laboratoire de générique, 2e laboratoire. Je me fâche avec le directeur commercial. Voilà. Et donc, ça se termine par un licenciement, puisque c'est le copain du PDG. Ça fait 20 ans qu'ils ont fait 5 boîtes ensemble.
Je vais voir donc un cabinet de recrutement. Moi, je suis super content de me faire virer. En plus, je pars avec un gros chèque. Et le gars me dit, vous avez une expérience extraordinaire, vous savez tout faire, mais vous savez rien faire. Je dis, et donc, en fait, vous avez un parcours depuis 20 ans transversal, depuis 15 ans transversal. Vous avez une intelligence très synthétique, mais en fait, vous n'avez jamais fait 5 ans de chef de produit, 5 ans de directeur régional, 5 ans, mais par contre, vous faites tchom. Et donc, il me dit, vous avez 2 choix. Soit vous rencontrez un PDG, un directeur qui a besoin d'hommes comme vous, parce que vous n'êtes pas un homme, donc, d'interaction avec les autres, vous êtes un homme de concept. Vous réfléchissez, vous mettez des concepts, mais il y a quoi? Dans l'industrie pharmaceutique, il y en a 10 à 15 qui sont comme ça, et encore, il faut qu'ils aient besoin, parce que dans le fonctionnement d'une entreprise, c'est tous les 3 à 4 ans. Putain, je vais pas attendre 4 ans. Éventuel. Et je dis, et l'autre solution, il faut vous mettre à votre compte. Et là, je lui dis, mais je sais rien faire, vous m'avez dit. Et en fait, c'est vrai, je sais tout faire, mais je me sens donc un peu le syndrome de l'imposteur, un peu le syndrome de dire, j'y arriverai pas. Et ma grand-mère, elle m'a jeté une malédiction et une bénédiction. Tu es trop fort, mais pas assez. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai démarré. En fait, entre 2001 et 2002, je suis indépendant depuis 20 ans. Et je me suis dit, dans quoi je vais faire carrière? Puisqu'en fait, je sais rien faire. Si j'avais pas eu ce parcours de ce gars-là qui m'a dit, de toute façon, vous rentrerez pas dans les postes chez Sanofi, chez Bayer, chez tout ça, les grosses sociétés, parce qu'il faut avoir donc un réseau qu'on s'est constitué pendant 4 à 5 ans. Et moi, j'avais pas de réseau. J'avais à chaque fois été le gars qui reste 18 mois et à chaque fois avec des résultats probants, mais je n'avais pas créé des directeurs régionaux, des vendeurs qui pouvaient me suivre. Donc, j'avais pas le réseau. Et il m'a dit, de toute façon, vous ferez dans n'importe quelle société, vous tiendrez pas un an et demi, parce que si vous n'avez pas de réseau, vous aurez toujours les gens contre vous, parce que vous serez toujours la pièce éjectable, ce que j'avais été là-dedans. Je dis, ok. Ça correspondait pas à ce que j'avais prévu dans ma carrière. Je dis, bon, c'est comme ça, donc on va se mettre à son compte. J'y suis allé reculant pour aller à mon compte. J'y allais pas confiant. Et en fait, ça a été un cadeau caché. Voilà. Et du coup, j'ai créé un groupement, un deuxième, un troisième, un quatrième. J'ai fait 4 groupements, le presque niveau 2. Je fais un groupement, ça me suffit pas. Je fais un deuxième, un troisième, un quatrième, une cinquième société, une sixième société. Voilà. Et en fait, petit à petit, j'ai pris confiance de toutes mes capacités parce que j'ai commencé à comprendre tout ce que je vous explique depuis hier, qui sont les freins. Que quand tu commences à les enlever, tu vas partir. Mais il faut comprendre, il faut vraiment faire une intériorisation des phrases que tu as entendues, que tes parents t'ont dites, que tes grands-parents. C'est super important. Sans ça, tu te libères pas de ces malédictions. On passe à la suivante. Alors là, j'en rajoute. Ça, c'est pas dans les drivers traditionnels. Ça, c'est mon expérience qui, petit à petit, il y a débrouille-toi. Débrouille-toi maintenant, tu es grand. Ah, ça, je l'ai entendu. Débrouille-toi tout seul. Ah ben, ok. Voilà. Qui se sent là-dedans? Eh ouais. Donc, tu te sens tout seul, jamais accompagné, jamais soutenu. Suivant. Alors, ces messages n'ont rien de mauvais en soi. Pourquoi ne pas faire plaisir à autrui, viser l'excellence, se donner du mal, aller vite, être fort? Le problème survient lorsqu'il nous mène à notre insu puissamment et qu'on n'arrive pas à s'en affranchir. Parce que si on utilise ce mot de driver, c'est qu'en fait, driver, ça veut dire conduire. On est conduit. C'est qu'on peut pas éviter ce qu'il fait. On se sent inacceptable si on n'est pas parfait. Inacceptable si on n'est pas fort, si on n'est pas gentil. Et voilà. Et donc, ce qu'on fait en coaching APR, c'est de travailler sur ces drivers inconscients pour assouplir leur emprise.
j'ai découvert le travail d'Olivier sur Internet, via YouTube. Donc je connais son travail, je l'ai découvert sur YouTube et j'ai été impressionnée par la masse de connaissances qu'il délivrait, sa générosité. Et puis j'ai bien aimé son côté atypique. Donc ça fait 2 ans que je le suis sur YouTube et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur LinkedIn. Et il m'a proposé de venir participer. Il m'a invité à participer au séminaire ce week-end. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Alors l'élément qui m'a le plus marqué, c'est le langage de l'alchimie. C'est un travail sur lequel je suis en train d'avancer et donc j'ai été surprise qu'il aborde le travail de l'alchimie et qu'il le reformule à sa sauce, qu'il en fasse quelque chose qui corresponde à ce qu'il appelle l'alchimie spirituelle. Et ça m'a beaucoup interpellée ce matin lorsqu'il nous a décrypté à sa façon les différentes étapes de l'alchimie spirituelle qui correspond à une forme de renaissance pour revivre un petit peu comme le phénix de ses cendres, pour arriver à une nouvelle vie qui correspond à une vie d'équilibre, de paix, de sérénité pour aller vers notre chemin de vie. Et ça m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on aborde cette thématique sous cet angle-là. Moi, je travaille beaucoup avec les éléments, ce qu'on appelle les outils narratifs, c'est-à-dire aider les personnes en difficulté à partir des mots. C'est-à-dire que tu peux retrouver confiance en toi à partir des mots, de la narration. Il y a un outil qui est fabuleux qui s'appelle le chemin du héros, le parcours du héros, qu'on utilise beaucoup dans le langage cinématographique. C'est-à-dire qu'on part d'une histoire, d'un personnage avec une histoire simple qui doit atteindre un objectif, c'est-à-dire chercher en général une quête, un trésor. Et donc je pense que je peux m'inspirer du travail de l'alchimie pour utiliser des jeux de mots, trouver des liens entre ça, le langage alchimique et le langage du personnage héroïque que nous représentons chacun dans nos vies pour se sortir de situations qui ont l'air a priori difficiles mais qui peuvent l'aider à trouver la solution. Alors ce que j'apprécie dans le travail que propose Olivier, c'est son humanité, c'est sa générosité, c'est le fait qu'il soit atypique dans le sens où il est à la fois il a une origine professionnelle scientifique, donc il a des bases scientifiques, ce qui est très important de ne pas non plus être complètement dans des univers parallèles, parce que c'est bien d'avoir un langage ésotérique, mais il faut aussi parler à la réalité, aux gens qui sont dans le réel du quotidien, qui ont des métiers qui sont vraiment ancrés dans le quotidien. Et puis j'aime le fait qu'il passe après par des strates différentes, il passe des sciences aux neurosciences, à la neurochimie, il se balade autour de la spiritualité, il respecte l'individu, il respecte les hommes, les femmes, les origines, il met en valeur les gens. Et c'est ce que j'aime dans son approche, c'est qu'il est vraiment humaniste dans son approche. Il considère l'autre comme une source d'enrichissement, il a toujours cette attitude d'humilité. Et ce que j'apprécie énormément chez Olivier, c'est qu'il est ce qu'il dit et il dit ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnages. Dans le monde du développement personnel, et j'en connais un rayon dans ce secteur, pour avoir travaillé avec beaucoup de professionnels, beaucoup de mentors et d'enseignants, il y a souvent deux visages. Vous avez le personnage public, la personne, vous savez, comme à la télé, au cinéma, celle que l'on partage aux gens, l'image publique. Et puis après, il y a souvent dans les coulisses un visage très décevant. Et ce qui est très intéressant avec ce que propose Olivier, c'est que vous avez une seule et même personne et il est unique et il est authentique, il est sincère, il est généreux et il est humain. Et ce que j'apprécie enfin pour terminer, c'est que dans son approche, elle est accessible aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la santé et qu'il est accessible. Et donc si les gens qui vont regarder cette vidéo sont intéressés par le développement personnel, si les gens qui suivent cette vidéo sont intéressés pour évoluer, pour en apprendre sur eux, mais qui complexent parce qu'ils ne sont pas coachs, ils ne sont pas professionnels, ils ne sont pas formateurs, soyez rassurés, vous pouvez vous laisser guider par Olivier, il va vous accompagner et vous aider dans cet apprentissage avec beaucoup d'humilité et à aucun moment avec Olivier on se sent complexé. Donc voilà, ça c'est le message que j'ai envie de délivrer aujourd'hui.